Merci de nous être fidèles pour cette deuxième partie de Politicien, une émission consacrée cette semaine au bilan du président Faustin Archange Touadéra, près d'un an après son arrivée au pouvoir en Centrafrique. Et nous sommes toujours en compagnie de nos invités, Monsieur Denis Koualé, membre de l'URCA, l'Union pour le renouveau centrafricain, parti d'opposition, également de Monsieur Guy-José Kossa, juriste observateur et analyste sociopolitique. Et nous avons été rejoints par Monsieur Roger Anjalandi. Bienvenue à vous. Alors, vous êtes coordonnateur des soutiens du président Touadéra en Europe. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, elle était perçue comme l'espoir de la dernière chance. La conférence de Bruxelles du 17 novembre 2016 a permis aux autorités centrafricaines de repartir avec plusieurs dizaines de millions d'euros et des projets à financer. Mais quelles avancées depuis lors? Bilan de la situation de la Centrafrique avec Aminata Diak. Le 17 novembre 2016, le président centrafricain Faustin Touadéra présentait aux bailleurs de fonds réunis à Bruxelles en Belgique son vaste programme de redressement de l'économie nationale sur 5 ans, estimé à 3,1 milliards de dollars. Un plan qui a pour ambition de poursuivre l'action humanitaire et de reconstruire l'économie du pays, plongée depuis 2013 dans des violences intercommunautaires et des crises à répétition. Cette feuille de route entend répondre aux attentes du peuple centrafricain en restaurant la paix et la sécurité, en relançant l'économie, en améliorant les infrastructures du pays et en fournissant des services essentiels tels que la santé, l'assainissement et l'éducation. Après s'être effondrée sous l'effet de la crise politique et sécuritaire, l'activité économique de la Centrafrique a connu une reprise timide en 2014 avec une hausse de 1% du PIB. Cette croissance s'est renforcée en 2015 et s'est établie à 4,8% grâce essentiellement aux aides internationales. 2 ou 3 ans en arrière, l'économie de la République centrafricaine était carrément par terre. On ne pouvait même pas parler d'une économie en tant que telle. Et aujourd'hui, bien qu'il y ait d'autres contingences, notamment je fais allusion à la chute des prix des matières premières qui affectent l'économie mondiale et même l'économie subsaharienne, et également l'accès vraiment limité au financement extérieur, la République centrafricaine essaie tant bien que mal de pouvoir remettre en selle son économie. Il faudrait toutefois faire un effort. L'effort au niveau national, c'est surtout organiser la mobilisation des ressources intérieures. Enclavée et tributaire de la voie fluviale Ubangi-Congo et des routes vers le Tchad et le Cameroun, la Centrafrique devrait voir sa croissance se renforcer dans les prochaines années grâce à la reprise des activités commerciales. Traditionnellement, l'économie est tirée par le secteur agricole au fort potentiel et les exportations de bois et de diamants. Même si le PIB est loin d'avoir retrouvé son niveau d'avant-crise, l'activité économique suit son évolution. Alors, depuis sa prise de fonction, Monsieur Anjalandi, le président Touadéra a multiplié les visites à l'étranger. Pas moins de 10 pays ont été visités. Quelle est la capitalisation de ces déplacements? Quel est l'impact finalement sur la situation du pays? C'est le retour. Le retour finalement de la République centrafricaine sur la scène internationale. C'est déjà un élément de capitalisation. Mais je voulais, avant de répondre à votre question, puisque j'ai suivi un peu tout à l'heure le premier plateau, il me semblait qu'en attendant ce qui a été dit sur ce plateau, depuis 1 an quasiment, le président Touadéra n'a quasiment rien fait finalement. Il n'a fait que de la tambouille. Si on croit un peu à ce qui a été dit ici. Il n'a rien fait, il n'a fait que de la cuisine finalement. Ce qui a été dit ici, c'est surtout qu'aujourd'hui, le peuple centrafricain est dans une insécurité totale. Et tout le monde le sait, c'est un fait avéré. Il n'y a pas aujourd'hui à s'en dérober. Je conçois très bien ce que vous dites, mais ça reste toujours un élément de langage. Mais la réalité est autre chose. La réalité, les gens meurent, monsieur. La réalité, c'est ça que je vais vous dire. La réalité, les gens meurent. Aujourd'hui, le niveau de violence a baissé. Que vous le veuillez ou pas, aujourd'hui, sur l'ensemble du territoire national, le niveau de violence a baissé. Par rapport à quelle Aujourd'hui, Bangui aujourd'hui est une ville sans groupe armé. Mais qu'en est-il, monsieur, du reste du territoire centrafricain? Mais ce que je vous dis, madame, je vous dis qu'aujourd'hui, le niveau général de violence a baissé sur l'ensemble du territoire national. Monsieur Anjalandi, est-ce que vous savez que nous avons toujours 450 000 déplacés
Mais je parle environ 400 000 réfugiés. C'est une autre problématique. Ces gens qui sont déplacés, qui sont réfugiés, c'est suite à des violences, monsieur. Vous demanderez quand même de respecter la souffrance du peuple centrafricain. Je parle de la violence, je parle de la conséquence des violences. Je crois qu'il y a une nuance. C'est pour ça que je dis qu'on était un peu, on était un peu dans les diatribes d'une violence. Donc on s'amuse comme ça à faire de la diatribe. Non, je crois qu'il faut de temps en temps être sérieux. Le pays aujourd'hui est en train de renouer avec la paix. Qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, sur les 14 groupes armés, 12 ont intégré le DDR. C'est dire qu'il y a quelque chose à bouger dans le pays. Les 2 qui n'ont pas intégré le DDR aujourd'hui, c'est pour des questions mercantiles. C'est pour des questions purement de contrôle de telles ressources. Mais ça, on viendra à bout à un moment donné ou à un autre. Et que j'ai entendu aussi sur ce plateau que la solution, finalement, de la crise centrafricaine passerait par la guerre. Me semble-t-il qu'il n'a jamais eu une prescription, j'allais dire, messianique ou biblique, qui dit que la seule solution à une crise politico-militaire, c'est la guerre. On peut, pour des questions de méthode, choisir la pacification par la paix, par le dialogue. Donc on ne peut pas, j'ai l'impression que c'est tellement, j'allais dire, c'est dans la nature, c'est consubstantiel. La guerre à la paix, la guerre à la suite d'une crise. Non. Alors, que répondez-vous, monsieur Kossa, je crois qu'il faut que ce soit clair à cette problématique? Je crois que c'est un choix à faire. C'est un choix à faire, c'est vrai. Pour vous, il n'y a pas d'autre solution? On peut faire le choix du dialogue. Mais je reste convaincu, ça fait déjà un certain nombre d'années que ce dialogue ne produit pas ce qu'on attend réellement. Ça, c'est de un. Et encore une fois de plus, je reviens sur cette problématique du dialogue en disant que pour dialoguer, il faut avoir des gens avec qui on peut échanger et se comprendre. Or, en réalité, qui nous avons en face? Nous avons des rebelles qui n'ont rien à perdre. Mais que je sache, la situation dans l'état actuel perdure, ces rebelles n'ont rien à... Bien au contraire, ils ont tout à gagner. C'est une vue d'esprit. Non, ce n'est pas une vue de l'esprit. Quand on tue les gens, quand on tue des Centrafricains, je conçois parfaitement, je suis parfaitement quand les 2/3 du territoire sont occupés, quand le nord, le centre, le sud-est, qui se trouvent être des zones d'exploitation minière, sont occupés, ce n'est pas une vue de l'esprit. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Là encore, vous êtes encore là dans des éléments de langage. Mais non, je vous dis la réalité, c'est que la République centrafricaine n'a pas les moyens aujourd'hui de porter une contrainte létale à la rébellion. Je veux bien. Ça, c'est la guerre. Débat. Si vous concevez la guerre comme étant, si la guerre se jouait dans un stade, on aurait pu faire la guerre. Ça, c'est un autre débat. C'est sur un territoire. Que la RCA n'ait pas les moyens, c'est un autre débat. Et ça, on s'entend plus finalement. Alors, on s'entend pas parce que si on me laisse le temps de finir. Si la guerre pouvait se jouer dans un stade, je comprendrais. Ça va être très vite, ça va se régler très vite. Alors, mais la question monsieur n'est pas là. Onjalandi, vous avez parlé de moyens. De quels moyens parlez-vous concrètement? S'agit-il de moyens financiers? Non, je ne sais pas de quoi vous avez dit que la Centrafrique n'a pas les moyens. Ah oui, les moyens pour faire la guerre. Pour faire la guerre, on ne fait pas la guerre avec des moyens financiers. On fait la guerre avec des moyens létaux. Donc, à partir de ce moment-là, on n'a pas d'armée. C'est une réalité, ça. Et si on ne pose pas le constat, on ne pose pas le diagnostic, et qu'on se lance dans les verbiages, ça ne marche pas. Le diagnostic, il faut qu'on le partage. Il faut qu'on soit d'accord sur le terrain de désaccord. Sur quoi nous devons être en désaccord? L'accord, c'est qu'aujourd'hui, le pays a été victime d'une crise. Et qu'on le veuille ou non, est victime d'une crise. Le pays n'a pas d'armée. On ne peut pas se permettre de faire une guerre quand on n'a pas une armée. Mais soyons raisonnables. Et ça, c'est une réalité politique, ça. Et c'est là justement où intervient... Très rapidement, monsieur Kossa. C'est là où justement où intervient l'impact de la communauté internationale. Il faut bien que cette communauté internationale, à la fin, nous dise ce qu'elle veut. Alors, très bien, nous allons revenir sur cette question en troisième partie d'émission, mais je voudrais quand même qu'on parle de la conférence de Bruxelles pour évoquer un petit peu la situation des finances de la Centrafrique, parce que lors de cette conférence, les autorités ont pu repartir avec des promesses de 2 milliards de dollars. Monsieur Onjalandi, qu'est-ce qui a été fait concrètement jusqu'à présent, ou qu'est-ce qui a été initié?
la République centrafricaine, voyez-vous, madame, fait partie de la communauté internationale. Ce pays a subi une crise politico-militaire avec des conséquences sur plusieurs niveaux, institutionnels, enfin l'ensemble, sur tous les niveaux. Le pays aujourd'hui a un besoin d'appui de la communauté internationale. Et de ce fait, le pays a pensé utile de faire le point sur l'ensemble des besoins aujourd'hui pour pouvoir demander à la communauté internationale d'apporter un appui. Alors, vous ne répondez pas à la question. Hein. Qu'est-ce qui a été fait concrètement? Oui, justement, je vous dis. Mais on a besoin mais c'est ça la notion d'appui, en fait. On a un besoin d'appui de la communauté internationale, puisque nous appartenons à cette communauté-là. Pour l'instant, vous avez eu cet appui financier. Qu'est-ce qui a été fait? Alors, qu'est-ce qui a été fait sur beaucoup de chapitres, d'aller dire. Je ne sais pas, sur le plan économique, par exemple. Aujourd'hui, il y a tout un ensemble de démarches d'infrastructures aujourd'hui, pour permettre à l'État, j'allais dire, pour permettre à l'État pour établir l'État sur l'ensemble du territoire national, nous avons, le chef d'État a engagé un certain nombre de travaux. Alors, Monsieur Koual, est-ce que vous ressentez un changement? Pardonnez-moi de vous couper. Est-ce que vous ressentez le changement? Il sera plus simple pour M. Angelandi de dire que rien n'a été fait. Parce que, comme vous le dites, pour qu'un peuple perçoive un changement, il faudrait que ce changement-là soit perçu par le plus petit des Centrafricains. Aujourd'hui, les fonds qui ont été promis à Bruxelles ne sont pas encore débloqués pour la simple et bonne raison que ces fonds-là sont destinés à appuyer notre économie, à relancer notre économie. Nous en avons besoin, nous sommes tous d'accord, mais tout cela est conditionné par le retour de la sécurité, vous comprenez? Donc, tant qu'on ne règle pas le problème de la sécurité, la majeure partie de ces fonds-là ne seront pas décaissés. Parce que pour relancer l'agriculture, ça ne va pas se faire à Bangui, mais à l'intérieur, et si l'intérieur du pays est occupé par les rebelles, les gens ne pourront pas aller librement aux champs pour produire. Pour travailler, les gens ont besoin de sécurité pour sortir et aller sur les chantiers et travailler. Mais donc, tout ça est lié à la sécurité. Et tant qu'il n'y aura pas la sécurité, M. Angelandi, je suis désolé, même si je souhaite que nous ayons tous ces fonds-là, avec l'insécurité, les choses ne marcheront pas. Je suis d'accord avec vous. Donc attelez-vous à nous ramener, s'il vous plaît, la sécurité pour que le pays puisse être relancé. Je suis d'accord avec vous qu'il y a une action transversale, c'est la sécurité. Voilà. Mais dans le même temps, parce que naturellement, sans sécurité, il va être quasiment difficile de dérouler un certain nombre de réformes dans le pays. C'est ce que je dis, il se trouve que certains bailleurs, puisque la communauté nationale, certains bailleurs ont déjà débloqué des fonds. Aujourd'hui, par exemple, le rétablissement des établissements... 2% de ce qui a été promis? Les établissements... 60%? Tout ce qui est les bâtiments administratifs sont aujourd'hui en train d'être remis à niveau. Monsieur Angelandi, dans l'état de guerre dans la ville de Bangui, aujourd'hui, il y a des travaux, des peintures sur un bâtiment ne changent pas la vie du peuple centrafricain. Naturellement. Je reviens un peu, ça c'est une problématique économique, je reviendrai dessus. Voilà. Donc il faut qu'on sache où sont nos priorités. Sur la ville de Bangui, et sur l'ensemble du territoire aujourd'hui, il y a des travaux d'infrastructures, j'allais dire horizontales. Les réseaux routiers, enfin voilà, toutes ces questions-là sont aujourd'hui en cours. Naturellement, sur la question de l'agriculture, puisque vous me pressez donc de intervenir sur cet aspect économique, aujourd'hui, la problématique, c'est une problématique. Nous pensons que d'ailleurs, plus de 80% de la population vit à l'intérieur du pays. Travaille essentiellement avec de l'agriculture. La question de base, nous sommes en train de relancer et de tenter que ces fonds promis permettez-moi. Non, mais j'essaie de vous ramener à la réalité. Vous êtes dans des discours. J'essaie de vous dire que ce sont les réalités. C'est palpable, ce que je vous dis là. Aujourd'hui, le chef d'État s'est déplacé à l'intérieur du pays. D'abord, a essayé aujourd'hui de désintéresser des cotoculteurs qui ont travaillé. Et donc là, ça participe d'abord du désendettement intérieur, désendettement de l'État. Alors, merci Monsieur Angelandi. Je voudrais, s'il vous plaît, messieurs, que l'on fasse un petit peu évoluer le débat sur cette question économique. Monsieur Kossa, est-ce que vous avez l'impression justement que le gouvernement actuel contrôle cette situation économique? Parce qu'on parle de bandes armées qui prélèvent l'impôt, on parle de bandes armées qui contrôlent les voies d'acheminement des armes, etc. Comment s'organise finalement cette économie centrafricaine? Disons que le gouvernement a fait preuve de bonne volonté.
Mais on ne gouverne pas un pays seulement avec la volonté. Le gouvernement, ça, c'est aussi un fait, est confronté à de sérieuses difficultés. Et ce serait être de mauvaise foi que de ne pas le reconnaître. Mais notre devoir à nous autres, c'est justement de pousser ce gouvernement à aller de l'avant pour que le centrafricain lambda, comme on a l'habitude de dire, la ménagère centrafricaine puisse ressentir justement les effets économiques. Cependant, je crois quand même qu'il y a quelque chose de très positif au niveau de l'évolution des mentalités. Il m'est arrivé de discuter plusieurs fois avec de très jeunes centrafricains qui sont vraiment convaincus qu'il y a beaucoup de choses à faire en République centrafricaine. Cette nouvelle génération, que ce soit les centrafricains de la diaspora ou les centrafricains qui sont sur place là, est vraiment déterminée à occuper le terrain économique. Parce que du fait de la guerre aujourd'hui, de plus en plus, on se rend compte que l'économie centrafricaine est pour pratiquement moitié, sinon 2/3 occupée par des étrangers. Un rapport des Nations Unies parle purement et simplement d'une économie de guerre. Voilà, sur tous les secteurs. Donc, c'est évident, c'est évident qu'à un moment donné de notre histoire, et donc dans le sillage de cette crise politico-militaire, il est évident qu'à un moment donné, une partie du territoire a été occupée. C'est à cela, d'ailleurs, qu'on parle d'une économie. Pas a été occupé, non, est toujours occupé. Non, les 2/3 du territoire sont occupés. Non. Bien sûr, pas plus tard qu'aujourd'hui, il y a un rapport. Bambari, la ville de Bambari est aujourd'hui quasiment sécurisée. L'axe, quand on parle de Bangui, l'axe qui désenclave le pays. Quand on parle de Bangui au Cameroun, aujourd'hui, c'est complètement sécurisé. Qui perçoit les impôts à Bambari? Quand on traverse le pays, vous savez très bien, madame, que notre pays est enclavé. Qui perçoit les impôts on part à Bambari? de Bangui, pour nous désenclaver, on part de Bangui à Douala. Ce taxe-là est aujourd'hui sécurisé. Oui. C'est dire que les citoyens peuvent naturellement traverser le pays. Ne faites pas comprendre parce que vous avez besoin... Vous êtes en train de me dire que la majeure partie de la RCA n'est pas occupée. Non, c'est ce que vous voulez me faire comprendre. Je dis qu'il y a certainement, quand je vous dis occupé, mais là, je viens de vous dire que l'ensemble des groupes armés que vous pensez occuper le territoire national, les 14 groupes armés, sur les 14 groupes armés, il y en a 12 qui sont aujourd'hui en dialogue avec le gouvernement. Donc mais justement, ils intègrent. Pendant qu'ils sont en dialogue, ils sont où? Mais dans le même temps, l'État est en train de se déployer. Les préfets sont dans les préfectures. Je veux dire que le pays, l'administration est en train de se déployer sur l'ensemble du territoire national. Non, ne dites pas que le pays est quasiment... qu'il n'y a aucun préfet dans l'intérieur du pays. Non. Je crois que... je comprends très bien par ailleurs que vous enfermez dans cette obligation de vouloir faire une santé. Merci, Monsieur Anjalandi. Nous allons poursuivre ce débat dans quelques instants, après une courte pause. Ne bougez pas, dans une poignée de secondes, la troisième partie de Politicia. À tout de suite.